Donc bonjour à tous. Donc on m'a déjà présenté. Si jamais vous voulez la présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ça me fera très plaisir de partager mes travaux. Donc en fait, l'objectif de cette présentation, c'était d'avoir une lecture beaucoup plus relationnelle des politiques publiques axées sur l'économie circulaire. La plupart du temps, on va se baser sur les instruments, sur les lois, les décrets, etc. Et je voulais apporter justement cette lecture managériale de la mise en œuvre d'une politique publique circulaire. Donc, quand on regarde la littérature sur le sujet, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que l'économie circulaire repose sur des interactions qui sont complexes, parfois entre organisations publiques et privées, et qui doivent coopérer malgré des logiques, des contraintes, des temporalités différentes. Donc, je rejoins les propos de Sophie Bollinger qui disait que finalement, les présentations sont plutôt bien alignées ensemble. Et donc, finalement, au vu de cette logique-là, je me suis posé la question de comment les acteurs publics et privés parviennent à construire ensemble une politique publique circulaire à l'échelle d'un territoire. Donc, cette problématique, elle émane de mes travaux de thèse. J'ai oublié de le mentionner, mais je vous présente en fait une partie de ma thèse. Et donc, en fait, pour répondre à cette problématique, mon terrain, il s'est basé sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la plus grande région de France, du moins d'un point de vue administratif. Et en fait, cette politique publique, elle a été mise en place par des acteurs publics. Donc, on a l'ADEME, qui est l'Agence nationale de transition écologique, et la région Nouvelle-Aquitaine, qui ont plutôt une fonction de financement et de pilotage. Et en fait, pour mettre en place cette politique publique, ils ont fait appel à une association à vocation de service public qui s'appelle l'Agence de développement et d'innovation, donc l'ADI. Et en fait, cet ensemble d'acteurs, ils ont fait appel à des acteurs privés, qui ont principalement des cabinets de conseil. Et en fait, ensemble, ils vont mettre en place cette politique publique qui consiste à accompagner des PME et des acteurs de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, pour qu'ils puissent intégrer l'économie circulaire dans leur modèle d'affaires. Et cette politique publique, elle s'appelle Feuille de route EFC. Donc EFC, c'est économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, qu'est-ce que l'EFC? Il faut savoir qu'en France, il y a deux courants autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, d'une part, l'ADEME dit que c'est un modèle économique, c'est-à-dire qu'on va tout simplement, dans son organisation, remplacer la vente d'un bien par la vente de son usage. Donc, par exemple, au lieu d'acheter une trottinette, vous allez payer pour l'usage de la trottinette. Donc, la location, par exemple, peut rentrer dans l'économie de la fonctionnalité. Et après, on a des cabinets de conseil comme Athemis et l'Institut européen de l'EFC qui disent que pour eux, l'EFC, c'est pas un modèle économique, mais c'est plutôt une trajectoire, c'est un mode de pensée. C'est-à-dire qu'on va voir comment les organisations peuvent créer des produits ou des services qui répondent à une fonctionnalité. Est-ce que ce qu'on fait est vraiment utile pour la société? Est-ce que ça répond vraiment au bien commun? Donc ça, ce sont deux visions différentes de l'EFC, mais je vous le dis d'avance parce que ça va être utile pour comprendre la suite. Alors, on va aller très vite sur la littérature en contexte de politique publique circulaire, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Généralement, quand on pense politique publique d'économie circulaire, c'est-à-dire que ce sont des orientations qui viennent des autorités publiques et qui vont ensuite mettre en place leur politique publique à l'échelle d'un territoire. Ok. Et donc, généralement, dans la littérature, on va s'intéresser notamment au fait que ce sont les administrations publiques qui vont mettre en place des collaborations avec différents types d'acteurs. Donc, on va rentrer dans une dynamique de co-construction à une échelle locale avec notamment des associations comme l'ADI, justement, qui vont venir participer à la gouvernance et participer à l'innovation d'un projet. On s'intéresse beaucoup à la littérature sur les relations interorganisationnelles aussi, où on revoit ces notions de coopération, mais aussi on s'intéresse à pourquoi les organisations vont s'associer ensemble et mettre en place des procédures collaboratives. Généralement, c'est pour accéder à beaucoup plus de ressources, parce que lorsqu'on agit seul, on en a beaucoup moins. On va essayer de gagner en légitimité, c'est-à-dire avoir plus de reconnaissance. On va essayer de gagner en lobbying, donc plus d'influence dans les démarches. Et aussi, on a tout simplement des motivations sociales, c'est-à-dire qu'on est plusieurs organisations qui agissent pour une visée sociale et donc c'est cohérent qu'on agisse ensemble. Et donc, ces collaborations, elles peuvent soit avoir une fonction de consultation, c'est-à-dire qu'on va juste écouter quelqu'un et prendre ses conseils, ou est-ce que tous ensemble, on va participer à la décision. Et enfin, quand on s'intéresse donc aux politiques publiques circulaires, il y a cette notion d'écosystème circulaire. Donc précédemment, j'ai entendu écosystème d'innovation, etc.
mais il y a de la littérature sur l'écosystème circulaire en soi qui dit que finalement, lorsqu'on bâtit un projet, c'est la valeur qui va tous nous réunir, qui va réunir l'ensemble des acteurs pour agir ensemble, notamment dans une dimension territoriale. Bon. Mon cadre d'analyse, ça a été la perspective relationnelle de Dyer Singh. Et en fait, ils ont mis à jour leur modèle, mais qu'est-ce qu'ils disent en gros? Lorsque des organisations vont travailler ensemble, elles vont être beaucoup plus performantes et atteindre beaucoup plus d'objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, il y a quatre dimensions complémentaires. D'une part, on va regarder les ressources. Donc, comment on peut être complémentaire et sur quel aspect? On va regarder également si la gouvernance est efficace, effective. On va regarder le partage des connaissances et les investissements que les organisations ensemble mettent en place. Et en fait, c'est à partir de ces quatre leviers-là qu'on va créer de la valeur, qu'on va créer plus de valeur. Et donc, c'est comme ça que j'ai finalement choisi d'analyser mon terrain. Donc, moi, je suis partie sur une étude plutôt qualitative, longitudinale, parce que j'étudie une politique publique qui s'est construite sur 10 ans, donc de 2014 à 2024. On a fait un codage multithématique inductif et avec un logiciel de codage qui s'appelle NVivo. Et le terrain, il s'est basé sur la compréhension de l'écosystème d'acteurs en Nouvelle-Aquitaine, donc ceux qui ont animé directement cette feuille de route, ceux qui l'ont pilotée, les partenaires, les bénéficiaires, donc les entreprises et les associations, et ensuite tous les acteurs qui pouvaient nous aider à mieux comprendre ce qu'était l'EFC. Donc, il y a eu 43 entretiens semi-directifs. On a observé en observation non participante, j'ai mis participante, mais c'est non participante, 26 événements. Et on a analysé également de la documentation secondaire, donc 103 documents stratégiques et réglementaires, comme des comptes rendus, des cadres réglementaires, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que cette politique publique, elle a une dimension donc chronologique en 3 temps. Donc, d'une part, on a une phase de création, donc de 2014 à 2022, une phase de consolidation de 2022 à 2023, une phase de territorialisation jusqu'à 2024. C'est-à-dire qu'on a une phase où tout d'abord, ils essayaient de se mettre en place, ensuite une phase où ça commençait à prendre de l'ampleur, et ensuite une autre phase où c'était beaucoup plus ancré dans la région de Nouvelle-Aquitaine, avec des acteurs de Nouvelle-Aquitaine, et donc on a eu la possibilité d'étendre davantage au sein de la région la politique publique. Alors, je voulais vous présenter pour chaque phase, justement, comment les relations publiques et privées ont agi ensemble pour construire cette politique publique. J'espère que c'est pas trop psy. Donc, dans un premier temps, dans la phase de création, on avait un acteur privé qui s'appelle Athémis et qui faisait des initiatives assez isolées à l'échelle du territoire pour porter l'EFC. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils agissaient seuls, nous avons eu l'Agence de développement et d'innovation avec la CRES, qui est la Chambre régionale de l'ESS. Nous avons des associations à vocation de service public qui ont décidé de s'associer ensemble et en fait de voir comment ils pouvaient être complémentaires. Donc, l'avantage de cette première collaboration, c'est que Athénis avait une fonction d'expertise, puisque c'était des experts de l'EFC, et l'ADI et la CRES, qui étaient ancrés sur le territoire, ont pu participer au caractère opérationnel, donc la mise en œuvre de cette politique publique. Et en fait, tout simplement, on avait donc des acteurs publics, donc l'ADEME et la région, qui venaient apporter dans un premier temps leur financement, mais aussi apporter cette légitimité à l'échelle du territoire. Et au fur et à mesure que la politique publique se formait, on a fait appel à d'autres cabinets de conseil comme APESA pour apporter leur expertise. Et en fait, donc là, on voit la complémentarité des ressources. Donc, qu'est-ce qu'a apporté chaque acteur? Donc, de l'expertise, des capacités de mise en œuvre, du pilotage, du soutien. Et comment se passait la routine de partage de connaissances? C'est-à-dire que dans un premier temps, on avait un transfert de savoir qui permettait une montée en compétence de l'ensemble des acteurs. Ensemble, ils investissaient dans la création d'un parcours et ils investissaient beaucoup plus en temps. Donc, on est plutôt sur les ressources immatérielles. Et d'un point de vue de la gouvernance, on est plutôt sur quelque chose d'informel où ça repose sur la confiance. On a une vision partagée, on va commencer à coordonner et structurer quelque chose, mais c'est pas encore très formalisé. Et donc, qu'est-ce qu'ont permis, ou du moins, quelles ont été, on va dire, la valeur qui a été créée par l'ensemble de ces relations? C'était tout d'abord, on tend vers une structuration d'une politique publique ou d'un dispositif. Donc là, je vous montre quelques verbatims.
Donc, par exemple, on avait l'ADEME qui disait que bah, ces relations, enfin, on avait besoin d'avoir des relations, des collaborations pour promouvoir le FC en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, ces collaborations, en phase de création, ils ont permis un meilleur ancrage, c'est-à-dire que ça permettait on va dire, de mieux s'ancrer en Nouvelle-Aquitaine et de voir comment on pouvait développer ce processus au sein de la région. Et enfin, une meilleure légitimité, puisque grâce au fait que l'ADEME, une agence nationale, pouvait... J'ai reçu un message. 5 minutes, merci. Grâce au fait que l'ADEME pouvait collaborer avec l'ensemble de ces acteurs, on gagnait en légitimité, on avait beaucoup plus de PME, beaucoup plus d'acteurs de l'ESS qui étaient motivés à rejoindre ce dispositif. Et donc, en fait, au fur et à mesure des processus, donc là, on est dans la phase de consolidation, on a les mêmes acteurs qui permettent également d'apporter des nouvelles compétences. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'un côté, on a toujours ces mêmes compétences, ces mêmes capacités, mais on gagne de plus en plus en structuration. Donc là, le partage d'expérience se renforce. On voit qu'on a une meilleure coordination institutionnelle et également, on a la création de nouveaux postes qui permettent de mettre en place l'économie de la fonctionnalité. Je passe les verbatims. Et enfin, dans la dernière phase de territorialisation, on a des nouveaux acteurs, mais on voit qu'il y a de plus en plus de dissensions, notamment au fait que finalement, on a des perceptions complètement différentes de l'EFC. Donc, je vous montre les premières verbatims. Dans un premier temps, on a un désalignement stratégique. On a senti que les orientations allaient plus vers une logique économique classique, alors que nous, on voulait que ce soit ancré dans les valeurs de l'ESS. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des dissonances entre la perception de l'EFC, entre la perception de l'économie circulaire. D'un côté, on a des acteurs qui veulent plutôt une vision économique, rentabilité, alors que d'autres ont une vision beaucoup plus à long terme. On a également de la méfiance qui se crée auprès des acteurs. Par exemple, le fait que l'Agence de développement et d'innovation avait plus de capacités et de pouvoir opérationnel que la CRES fait que finalement, la CRES a décidé de se retirer du process, tout simplement parce qu'elle n'avait pas confiance aux capacités de l'ADI. Et enfin, on a la distance cognitive, tout simplement parce que l'EFC était perçu différemment. Ça revient à la première slide que je vous ai donnée sur les deux manières de voir l'EFC, puisque dans cette politique publique, on avait l'ADEME et Athémis, qui sont deux acteurs qui voient l'UFC de manière complètement différente. Et donc, en fait, on voit que cette lecture de la perspective relationnelle nous a permis de voir comment pouvait évoluer de manière dynamique une politique publique et quels sont finalement à la fois les avantages, mais aussi les points d'amélioration des relations lorsqu'on construit une politique publique circulaire. Et donc, ça nous a permis de voir finalement comment s'est créée la co-construction et comment on pouvait comment on pouvait voir dans le temps les interdépendances entre acteurs et comment ces interdépendances devaient se reconfigurer pour que la politique publique puisse durer dans le temps. Je vous montre très rapidement ce schéma. En fait, pour montrer comment ces relations interorganisationnelles ont permis de passer une complémentarité des ressources immatérielles, progressives, informelles, à quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé, structuré, territorial. Et donc, on voit que d'un côté, oui, les collaborations publiques-privées permettent de porter des politiques publiques circulaires, mais ça nous permet également de voir les faiblesses et ce qui peut être amélioré dans le temps. Et c'est pour ça qu'on fait une dernière recommandation, je passerai sur la discussion après, une dernière recommandation managériale pour les praticiens, c'est-à-dire en cette étape, on va leur montrer comment on peut faciliter la mise en œuvre d'une politique publique circulaire dans un processus réflexif. Donc, dans un premier temps, on va regarder les initiatives qui sont plutôt indépendantes sur un territoire. On va identifier les acteurs pivots, donc qui portent l'économie circulaire sur le territoire. Et ensemble, on va collaborer, on va chercher une valeur commune qui va progressivement créer un écosystème circulaire. Donc, c'est la phase 6, toujours dans une dynamique de réflexivité. C'est-à-dire que lorsqu'on a des conflits ou lorsqu'on a des choses à revoir, on va revoir ensemble sur les 4 points, le partage des connaissances, les investissements et la gouvernance, qu'est-ce qui doit être remis en cause pour qu'on puisse porter l'écosystème. Alors, il me reste 1 minute et c'est parfait puisque je vais pouvoir conclure. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette recherche? C'est tout simplement le fait qu'il est important de penser en écosystème circulaire. Généralement, quand on voit la recherche sur l'écosystème circulaire, c'est toujours assez fragmenté, mais je pense que voir l'écosystème circulaire
voir l'économie circulaire et les politiques publiques circulaires sous un angle d'écosystème, ça permet de se concentrer sur quelle est la valeur centrale, comment les acteurs se coordonnent et qu'est-ce qui est vraiment important. Aussi s'interroger sur le rôle de l'intermédiation, c'est-à-dire avoir un acteur qui va relier les différentes valeurs, les différentes perceptions des acteurs publics, privés, etc. Et enfin, voir comment, on l'a vu précédemment dans les présentations, comment les RIO, donc les relations interorganisationnelles, peuvent être à la fois des facteurs de transformation, mais aussi de verrouillage, et peut-être se pencher davantage sur cette littérature. Je vous remercie pour votre écoute, et n'hésitez pas si vous avez des questions pour aller plus loin dans la réflexion. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre quelques questions de vous. Puis, Daniel. Bonjour Julie, merci pour la présentation très intéressante. J'aimerais savoir, pour avoir je dirais un impact transformatif ou transformationnel en fait sur un territoire, il faut que ça dure, il faut que ça perdure dans le temps en fait. Euh, Comment cette dynamique-là s'ancre dans le temps? Parce que souvent, en fait, c'est le cas de, on voit souvent apparaître comment dire, des initiatives qui se déroulent sur un horizon relativement court, qui donnent des résultats, mais qui malheureusement ne perdurent pas dans le temps. Donc, il faudrait voir comment cette structure puisse se maintenir sur un horizon suffisamment long pour amener cette impulsion de transformative, si vous voulez. Merci pour votre question. Alors, pour ma part, donc là, cette politique publique, elle s'appelait Feuille de route ESC. Donc, c'était la première feuille de route qu'il y avait en Nouvelle-Aquitaine et elle a été reconduite. Ils ont fait une deuxième feuille de route. Et en fait, durant mes observations, ce que j'ai pu observer, ce qui a permis pour que cette dynamique dure, c'était important de voir que il était important que les collaborations ne s'éclatent pas. Donc, on l'a déjà entendu dans des remarques, dans des autres présentations, c'est faire en sorte que les collaborations puissent toujours être pertinentes, d'une première part, mais aussi réduire ou du moins essayer de diminuer les conflits entre acteurs qu'on peut retrouver. Et donc, je pense que pour que ça dure, justement, cette lecture relationnelle, elle est importante, c'est-à-dire comment faire pour que les acteurs soient toujours sur la même longueur d'onde, répondent à des enjeux territoriaux qui sont toujours pertinents. Donc, c'est pour ça que dans ce schéma, comme vous le voyez, je mets une flèche en bas qui dit revenir à l'initiative locale et reconnecter la gouvernance au terrain évolutif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, peut-être qu'en Nouvelle-Aquitaine, le besoin, ce sera plus d'accompagner des PME et des acteurs de l'ESS, mais on aura toujours cette volonté de développer l'économie circulaire. Donc, ça va demander des réunions, des comités de pilotage, des comités techniques, mais aussi s'assurer que les acteurs qui mettent en place cette politique publique soient toujours d'actualité. Ce que j'ai pu voir dans mon terrain, par exemple, c'est qu'au début, on faisait appel à certains cabinets de conseil et après, on les a fait sortir de cette politique pour en intégrer d'autres qui permettaient de répondre davantage aux besoins actuels. Donc, c'est comme ça que je répondrais. C'est vraiment par une logique de réflexivité. C'est ce que je mets beaucoup en avant dans ma thèse. Cette idée de toujours revoir et de toujours se re-questionner sur la pertinence de qu'est-ce qu'on fait actuellement. Donc, Voilà. une dynamique permanente qui permet, en fait, qui évolue au fur et à mesure que les besoins évoluent. C'est ça. D'accord, merci. Je vous en Oui, prie. merci. Puis voilà, une question. Bonjour, merci. Alors, un peu dans la même idée, moi j'ai une question concernant, par exemple, les acteurs publics. Est-ce que pendant les 3 ans de ton étude, est-ce qu'il y avait des gens qui ont quitté leur poste et quel impact ça a eu sur la dynamique? Est-ce que, voilà, je merci. Merci pour la question. Alors, alors, il faut savoir que ma thèse, elle a eu lieu de 2022 à 2025. Donc, il y a eu des mouvements d'acteurs, mais qui se sont passés avant mon arrivée. La plupart du temps, quand les gens quittaient leur poste, c'était pas forcément lié à cette politique publique, c'était pas forcément lié à un désaccord, c'était simplement des mutations ou des choses comme ça. Mais en fait, finalement, leur départ n'a pas forcément eu d'impact puisqu'ils ont été très rapidement remplacés par des homologues. Donc, par exemple, à l'ADEME, on a beaucoup de mobilité à l'intérieur de l'institution, mais en fait, il y a c'est vrai que j'ai pas forcément étudié à l'intérieur de chaque institution, donc c'est vrai que c'est une des limites, mais généralement, il n'y a pas forcément d'impact direct sur la mise en place. Ce qui a apporté des impacts directs, c'était lorsqu'on avait une organisation, pas forcément
une personne, un individu, mais une organisation qui quittait le processus ou une nouvelle organisation qui rejoignait le processus. Exemple concret, on avait fait appel à un cabinet de conseil, donc c'est APSA. Et en fait, eux, on les a sortis du process parce qu'ils disaient qu'ils avaient une approche trop théorique de l'économie circulaire, alors que les PME, ils ont besoin de conseils opérationnels. Et donc, ils ont fait appel à un autre cabinet qui s'appelait Escale Entrepreneur et qui, lui, pouvait répondre à ce besoin-là. Et c'est là qu'on a vu un changement dans la politique publique où finalement, ça répondait davantage aux besoins et que ça a permis en fait à ces politiques publiques d'avoir plus d'ampleur et d'être plus pertinentes et plus adaptées aux besoins du territoire. Voilà. Bon. Non, moi, c'est juste encore, c'est pas pareil. Là, quand il y a du mouvement, tu le sens forcément. Mais peut-être c'est C'est comme possible. Malheureusement. bien noté, puis ça se poursuit peut-être vos prochaines études. Puis, une question. Bon, merci beaucoup. En fait, juste une petite question concernant la définition, parce que vous avez mentionné que le secteur public a une définition, le secteur privé a une définition que, bon, c'est mon avis, je ne suis pas d'accord, mais bon. Mais comment vous avez mis tout le monde, comment on appelle ça, d'accord sur une feuille de route? J'arrive pas à comprendre, surtout pour le privé déjà, parce que vous avez plusieurs secteurs, plusieurs, comme vous avez des PME, etc. Public, on peut dire qu'on a le même organisme, on peut le dire. Mais comment vous avez mis tout le monde, sachant que vous avez fait plusieurs guides d'entretien, je pense c'est une quarantaine, et comment vous avez réussi à faire ça, sachant qu'à chaque fois vous faites appel à des cabinets conseils, je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît, cette démarche, parce que je veux bien comprendre parce qu'on a le même problème au Maroc, c'est de mettre tout le monde d'accord sur la même table. Vous avez donc privé, public, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je voudrais que vous m'éclairciez sur ce point. Vous pouvez juste reformuler la deuxième question. Non, c'est la même, c'est juste un petit peu, je l'ai détaillé d'une manière, bon, c'est tout simplement comment vous avez fait pour mettre tout le monde d'accord. Oui, pour mettre public et privé Oui, c'est ça. ensemble et Oui. comment trouver un consensus. Oui, c'est ça. Merci. D'accord. Alors, déjà, juste pour peut-être rectifier le premier propos, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération est perçue différemment chez l'ADEME, qui est une agence publique, et perçue différemment chez Athemis, qui est un cabinet privé. Mais ça ne veut pas forcément dire enfin, il ne faut pas faire une généralité en disant que le public et le privé voient l'UFC de manière différente. Non, ce sont deux institutions qui portent l'UFC en France et qui ont une vision complètement différente de ce qu'est l'UFC. Et d'ailleurs, ça va être le projet d'un futur article de clarifier qu'est-ce que l'UFC et qu'est-ce que n'est pas l'UFC, parce que ça porte problème justement dans la portée d'une politique publique sur ce concept-là. Concernant la deuxième chose, alors je suis vraiment désolée, je pense ne pas toujours pas avoir compris. Est-ce que la question, c'est de savoir comment les acteurs privés et publics ont pu atteindre un consensus? Oui. D'accord. Alors, de manière très concrète, en fait, ils se sont réunis en comité de pilotage et comité technique. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils parlaient de l'UFC, par exemple, et des objectifs pour l'année suivante, ils se comprenaient pas, en fait. Et c'est vraiment dans ce processus d'échange qui était très important de partage qu'ils ont réussi à se dire bah bon, finalement on se comprend toujours pas, comme qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer la feuille de route. La plupart du temps, et ce qui a vraiment aidé, et ce que je mets en conclusion, c'est le rôle de l'intermédiaire. Ce qu'on voit ici, quand j'introduis la feuille de route, excusez-moi, je vais vous faire mal aux yeux parce que faut que je retrouve la diapositive. Elle est ici. Parfait. Donc, on voit qu'on a l'ADEME et la région qui sont en haut, on voit la feuille de route, on voit l'ADI et on voit les partenaires. Et en fait, l'ADI, qui est une association à vocation de service public, a agi comme intermédiaire pour pouvoir faire diffuser les informations et pouvoir avoir ce rôle de traducteur entre les différentes agences. Donc, par exemple, quand on avait l'ADEME qui était en désaccord avec Athémis, le cabinet de conseil, c'était l'ADI qui venait un peu temporiser le conflit et essayer de trouver des solutions ou du moins de trouver
comment on dit en français, je dirais a middle ground, c'est-à-dire trouver une manière que tout le monde puisse trouver sa part. Et je pense que s'il n'y avait pas eu l'ADI, la politique publique n'aurait pas été portée aussi de manière importante sur le territoire. Donc l'intermédiation, je pense que c'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est vraiment ce qui a permis, ce qui permet un consensus entre différentes valeurs et différents intérêts. À Donc, creuser, ça du coup. répond bien à votre question. Excellent. Donc, merci beaucoup, Lily.